Pour exister dans un métier, quand on a moins d'argent et moins de force, il faut avoir plus d'inventivité. Honnêtement, François Paul est un génie. C'est le seul qui ne fait pas des complications gratuites. Ceci n'est pas une montre, c'est une journe, du nom de son créateur, François-Paul Journe, un horloger rare, au prénom singulier, installé ici en plein cœur de Genève, une manufacture où l'excellence cohabite avec le passé, le présent et l'avenir. C'est en 1976 que l'histoire des montres Journe commence. François-Paul a 19 ans, il décroche son diplôme de l'école d'horloger de Paris. Jeune diplômé, il n'imagine pas encore sa vie d'après, mais a la certitude d'avoir gagné une incroyable liberté. Je me suis retrouvé dans cette école un peu par hasard, parce que j'étais un peu cancre à l'école. Et je ne connaissais pas du tout ce métier, je n'avais pas de vocation, j'avais rien du tout qui me poussait vers ça. J'étais plus omnibulé par les moteurs de voiture ou tout ce qui bougeait ou qui était mécanique par curiosité. À l'école d'horlogerie, on fabrique rien au début, on apprend à limer, à tourner, donc à dresser des surfaces planes. Et je m'engageais à fond pour essayer d'arriver au meilleur résultat. Alors quand j'avais un succès que je réussissais, alors ça m'encourageait pour la suite. Et puis d'encouragement en encouragement, on arrive à faire quelque chose qui devient une passion parce qu'on réussit. François-Paul Journe découvre l'horlogerie et son histoire à Paris, aux côtés de son oncle, son premier maître. Curieux, créatif, passionné, il ne sera jamais un horloger comme les autres. François-Paul Journe est fasciné par l'histoire des sciences horlogères. Le XVIIIe siècle est pour lui l'âge d'or de la mesure du temps. En 1982, il a 25 ans, il signe sa première création. L'histoire des montres Journe est en marche. Alors la première montre que j'ai faite, dont on va fêter que j'ai terminé en réalité il y a 30 ans, mais j'avais commencé bien avant parce que j'ai mis 5 ans pour la faire, parce que quand on sort de l'école, on ne sait pas fabriquer une montre. Donc j'ai fabriqué cette montre moi-même en travaillant le week-end, et elle est partie celle-là du postulat que j'aurais jamais assez d'argent pour acheter une belle montre, donc si j'en voulais une, il fallait que je la fabrique. Une fois que je l'ai fabriquée, une autre personne m'a dit « Tiens, est-ce que tu peux m'en faire une, puis une autre, puis ça n'a jamais arrêté. » À cette époque-là, je faisais des montres sur mesure. Alors c'était plutôt en discutant avec la personne qui était intéressée, et puis ses champs d'intérêt. Alors j'en avais fait une un jour pour quelqu'un qui aimait les cabinets de curiosité, alors j'avais fait avec un planétaire, avec la Terre, la Lune dedans, enfin tout ce qui correspondait à son imaginaire. Il faut dire que c'était des montres de poche, parce que dans les années 80, les montres bracelets n'étaient pas très intéressantes pour les collectionneurs. La mode des montres bracelets des collectionneurs s'est affirmée vers la fin des années 80 et le début des années 90. C'est là où j'ai fabriqué ma première montre bracelet. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à avoir un style. Le style Journe, il s'est affiné et affirmé au fil des ans. En 1999, un an seulement avant la bascule de l'an 2000, François-Paul Journe lance une collection de montres signées de son nom, une nouvelle marque, une nouvelle étape, une nouvelle ère aussi pour les collectionneurs et amateurs de sciences horlogères et d'horlogerie de luxe. L'horlogerie a une inertie de 600 ans maintenant, et je suis dans cette inertie. Je suis très différent puisque je n'ai pas de contraintes par rapport à un style. Faut parler élégamment, c'est un homme de l'art. C'est un génie. Honnêtement, François Paul est un génie. Actuellement, je pense que c'est un des plus grands horlogers vivants. Il a des idées et c'est actuellement, parmi les horlogers vivants et les fabriques d'horlogerie actuelles, c'est le seul qui ne fait pas des complications gratuites. Quand j'entends par complications gratuites,
faire de la complication pour faire de la complication. Lui, quand il fait une complication, il y a une raison d'être. C'est élégant, c'est utile et ça marche. En 2000, les Montres-Journes s'installent au cœur de Genève, dans cet immeuble classé datant de 1892, au cœur du quartier de Plainpalais. Un espace d'exposition, une manufacture, un lieu unique qui ressemble à François-Paul Journe et à ses montres. On ne peut pas faire de l'artisanat, du luxe horloger comme ça si on n'est pas dans un écrin qui ressemble à quelque chose quand même, qui a du passé, qui a du vécu, en plus, on est à la juste limite de la vieille ville, puisque la rue de l'Arquebuse, c'est l'enceinte de la vieille ville. Donc on est encore dans la vieille ville. On n'est même pas dans la ville de Genève, on est dans la vieille ville de Genève. J'ai visité plusieurs fois et c'est la seule manufacture qui est basée à Genève. Peut-être c'est un peu petit, mais il y a tout le nécessaire. Il y a tout le nécessaire et tu te sens que tu es dans une petite clinique, aucun bruit, rien du tout, et chacun dans sa petite chambre et chacun travaille. Et je sens que c'est le sérieux. Et le monsieur là-bas, il s'en occupe de tout. Propriétaire, cuir, boucle, mouvement, il s'en occupe de tout. De chaque détail, c'est lui qui va mettre toujours sa main et ce sentiment dedans. Pour exister dans un métier, quand on a moins d'argent et moins de force, il faut avoir plus d'inventivité. Et comme c'est ce qui me plaît, ça tombe bien ensemble. Mais c'est vrai que pourquoi on viendrait acheter ma montre alors qu'il y a des marques beaucoup plus connues, beaucoup plus anciennes. Si je devais faire la même chose qu'eux, j'existerais pas, je travaillerais chez eux. Sinon, non, il n'y a que cette voie, il n'y a pas d'autre voie. Nous fabriquons tout ici, enfin la plupart des pièces, et ça déjà c'est quelque chose d'exceptionnel en horlogerie. Et puis nous travaillons sur des mouvements en or, 18 carats, ça aussi nous sommes les seuls à faire. Et puis alors la complexité des montres, car nous avons certes des montres simples, comme le chronomètre souverain, mais là pour l'instant je suis en train de travailler sur un quantième perpétuel. Et puis alors ici dans la société nous avons la chance d'avoir la grande sonnerie, qui est une montre la plus compliquée à faire pour un horloger. D'ailleurs, à part François-Paul, il n'y a qu'un horloger qui est capable de la faire ici. Et il faut quand même 3 mois pour l'assembler, donc c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est un plaisir d'en voir une finie, parce que c'est assez rare. Dès qu'on regarde un mouvement, tout de suite on repère ce qu'on a fait. Et on se dit, ça c'est moi, ça, voilà, je l'ai eu en main. On a l'impression d'être dans la montre, en fait. Voilà, on a l'impression voilà, d'avoir participé et d'être présent, d'avoir laissé une trace, d'être là. Parce que c'est nos mains, c'est nos yeux, c'est notre personnalité, notre investissement, le temps qu'on a donné à cette pièce. Et qui est là dans cette montre. Ce qui me séduit le plus, qui est en accord, je dirais, avec ma personnalité, c'est qu'il y a un côté artistique. Donc on fait des pièces, certes, des pièces usinées, avec des décors, mais il y a une notion artistique qui est très agréable quand on livre des belles choses aux clients. Je trouve que c'est vraiment quelque chose, c'est comme une petite peinture, et ça me plaît beaucoup. Souvent, les gens disent que c'est un des plus beaux métiers du monde, parce qu'on a vraiment une chance de travailler en horlogerie. Et la première question, c'est est-ce que tu travailles avec une loupe toute la journée? Ça, c'est toujours. Et c'est vrai qu'elle est accrochée à ma tête, là, donc elle ne me quitte pas souvent. Mais c'est... oui, c'est vraiment... Les gens s'intéressent beaucoup, ils aiment savoir, parce que on a l'impression que... Même moi, avant de faire l'horlogerie, j'avais l'impression que tout arrivait comme une voiture, ça arrive, et on ne s'imagine pas qu'il y a quelque chose derrière. Et là, maintenant, je me rends compte que oui, il y a vraiment toute une histoire derrière chaque objet. Et j'aime raconter cette histoire. Et c'est vrai que c'est vraiment... Les gens s'intéressent beaucoup. Ils aiment savoir, ils aiment comprendre comment fonctionne une montre. Et j'essaie de le raconter au mieux possible. De dire que pour que ça fasse tic-tac, c'est pas toujours si évident. Il y a quand même beaucoup de travail derrière.
L'histoire des montres-jours est aussi celle de la mesure du temps, une obsession depuis toujours, depuis que l'homme s'intéresse aux jours, aux nuits, aux lunes et aux saisons. Cadran solaire, sablier, horloge, montre, l'humanité a toujours voulu dominer le temps en le mesurant. Pratique, utile, indispensable, la montre s'est aussi rapidement imposée dans l'histoire comme un objet soigné et même luxueux. Même si on regarde le XVIe siècle, XVIIe siècle, où les montres étaient portées souvent en plastron, c'était déjà des objets de luxe enrichis et pas simplement des objets scientifiques. Donc ce thème est toujours dans l'horlogerie depuis longtemps, synonyme de luxe et d'apparat. C'est pour cela que durant les périodes où la montre est devenue plus utilitaire, elle était devenue de poche, et qu'on ne la portait plus en plastron, et que maintenant qu'elle est redevenue bracelet visible, qu'elle a repris cette force. Une force qui se dégage dans chaque modèle, créé, pensé et imaginé. De loin, toutes les montres ou presque se ressemblent. De près, toutes sont différentes. De très près, toutes sont uniques. Une montre est une création qui commence au bout d'un crayon pour finir autour d'un poignet. Une montre est toujours le résultat d'une idée et d'un cheminement intellectuel et technique hors du commun. Alors comment ça vient maintenant une montre? Diverses choses. Parfois c'est une discussion avec quelqu'un. Ça vient un peu tout seul. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est quelqu'un qui me parle de ça, qui dit tiens c'est intéressant. Pourquoi il n'y en a jamais rien fait comme ça? Ou bien je dis tiens, j'ai pas ça dans ma collection, c'est un peu embêtant. Une des montres qui l'a rendu célèbre s'appelle la Résonance et c'est peut-être la première montre qui m'a frappé chez lui. Étant architecte et en même temps un fou de musique, l'idée qu'une montre puisse vibrer en quelque sorte en harmonie ou à l'unisson, ce qui permet de réguler un mouvement avec l'autre et de minimiser l'imprécision de la montre est une chose qui m'a fasciné. J'ai commencé à lire là-dessus. J'avais vu la montre, j'avais vu le cadran dans un magazine. Et c'était resté dans ma tête. Les mois sont passés et cette montre continue à trotter dans ma tête jusqu'à ce que je me suis dit, il faut que je regarde ce que c'est cette histoire. Il y a quelque chose de très particulier dans cette symétrie, dans ce cadran. D'abord, c'est le cadran, parce que je ne savais rien d'autre, c'est tout ce que j'avais vu. Et puis, de fil en aiguille, encore une fois, j'ai commencé à me renseigner. Et ce qui m'a intéressé particulièrement chez François-Paul Journe, c'est l'alliance de plusieurs facteurs qui, en tout cas, résonnent avec ma profession, dans laquelle la durée dans le temps, faire une montre qui ne vieillisse pas, en fait, qui soit ancrée dans une histoire particulière, dans une tradition profonde depuis les horlogers français du XVIIIe, etc. Et en même temps qu'il y ait une esthétique très forte et très belle et très personnelle. C'est-à-dire, pour un architecte, c'est toujours un élément important de pouvoir faire quelque chose d'intemporel, qui ne soit pas, c'est pas une robe, ça ne disparaît pas, même les robes, c'est un problème. 2 ans plus tard, ça reste 100 ans, 200 ans, 300 ans. Donc, les montres, c'est pareil. La deuxième chose, c'est que le mouvement, ou on va dire le fonctionnement de la montre, ou ce qu'elle peut faire, ce qu'elle apporte dans sa poésie et dans sa fonctionnalité, est une chose qui, chez François-Paul Journe, est très très particulière, et très, très pointue. Donc ça aussi, ça m'a attrapé. Et de montre en montre, j'ai pratiquement acquis lentement, chaque fois que je pouvais, la quasi-totalité des pièces de sa production. Parce que je suis tombé amoureux du concept de comment il fait pas seulement ses montres, mais comment même il fait évoluer toute sa collection et tout son travail, son œuvre, disons. Son œuvre est intéressante autant que chacun de ses ouvrages. Rendre possible une idée presque impossible. Cette équation, François-Paul Journe s'efforce de la résoudre à chaque montre. Avec réflexion, contournement, entêtement, minutie, cet horloger rare ne laisse rien au hasard. Plusieurs fois primé, récompensé par les plus grands et les plus connaisseurs, reconnu dans le monde entier, François-Paul Journe a parfois l'art de réinventer l'infiniment précis. Du plus simple au plus complexe, l'intensité qu'il met dans ses créations est toujours la même. Si on considère une montre une œuvre d'art, il y a plusieurs dimensions. Donc tout d'abord l'esthétique, l'artisanal, mais une complication, ça veut dire une fonction supplémentaire et la fascination pure pour un collectionneur. Je pense et je peux comprendre qu'un amateur, surtout les hommes,
sont fascinés par la génialité d'un horloger qui a pu réduire un mécanisme à peut-être 3 cm de diamètre, des répétitions, des chronographes, des calendriers perpétuels. Et donc cette interaction de centaines de roues, de vis, de levées, c'est fascinant. Et je pense aussi que cet aspect ludique plaît énormément aux amateurs. Toutes les complications sont quand même compliquées, car faire une montre déjà, c'est déjà compliqué. Bien sûr, avec le temps, ça devient simple parce qu'on a l'habitude de travailler. Mais il faut faire toujours très attention à tout, car surtout à notre niveau, parce qu'on n'a pas un client qui met un certain prix dans sa montre a envie d'avoir quelque chose de parfait. De pas avoir... Il n'y a pas de place pour la négligence ici. On doit toujours essayer, du moins, de faire les choses parfaitement. Moi, je dirais que chaque montre est compliquée, que chaque montre mécanique est compliquée, même si c'est une montre simple. Parce que même un produit industriel à bas coût est compliqué à réaliser de toute manière. Ensuite, il y a des échelles dans la complication. On avait, avec un journaliste italien, fait les 10 articles sur les 10 complications horlogères en partant de la première qui était le mouvement de 3 aiguilles, ensuite le mouvement automatique, ensuite avec phase de lune, réserve de marche, calendrier, chronographe, tourbillon, répétition minute et grande sonnerie pour la 10, l'échelle 10 de Richter. La grande sonnerie, l'Everest de l'horlogerie, la complication ultime. En 2006, François-Paul Journe obtient la consécration avec l'aiguille d'or du Grand Prix d'horlogerie de Genève pour son modèle de sonnerie souveraine, récompensé aussi au Japon avec le Grand Prix de la montre de l'année. 10 brevets, plus de 5 ans de travail et un objectif fou, un enfant de 8 ans doit pouvoir manipuler cette montre sans l'endommager. Ceux qui la portent ou ceux qui la collectionnent sont au plus près de la maîtrise du temps, une illusion délicieuse qui se cache dans l'infiniment précis, capable d'assurer une sonnerie sans faille, plus de 35 000 fois par an. C'est une montre qui est extrêmement difficile, c'est l'Himalaya de l'horlogerie. Comme je savais que c'était piégeux, que j'allais me faire avoir, j'ai pris tellement de précautions que ça a fonctionné presque tout de suite. Les horlogers ils veulent toujours forcer les systèmes. Mais la grande sonnerie, si on n'a pas cet esprit de légèreté, ça, on n'y arrivera jamais. Quand on me disait, mais il y a combien de pièces dedans? Une grande sonnerie, non, il y a beaucoup de pièces. Et je dis, il y en a seulement 450. Et ce qui est une prouesse. En réalité, de faire cette montre avec 450, c'est une prouesse. Les montres Journe ne sont pas une copie ou quelque chose de similaire d'une autre manufacture. La manufacture Journe a une gamme qui est unique, soit au niveau du design, les cadrans, mais aussi les mécanismes, la résonance, le tourbillon à force constante, la ligne octa, le chrono. Ce sont des montres qui ne ressemblent à rien d'autre et je pense que les collectionneurs, comme moi-même, aiment cet esprit unique. Il faut aimer le beau. L'horlogerie a ce côté d'être très esthétique dans la mécanique. On s'attache à faire des pièces qui sont belles, même si le client ne les voit pas. On va trouver des montres qui sortent du commun. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas forcément tous les horlogers qui sont capables de monter des montres comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables d'inventer une montre comme ça. On est dans le très haut niveau. Et simplement, donc évidemment, nous on se considère, et on est considéré justement comme une marque de haut de gamme. Donc ça veut dire qu'on a toutes les, on a toutes les catégories d'excellence dans la qualité du travail, dans l'exécution des pièces, mais aussi dans ce qu'elles représentent. Aujourd'hui, donc, oui, enfin, on peut dire vraiment qu'on est dans la haute horlogerie. Je pense que les personnes qui ont en possession ces montres ou qui les manipulent se rendent bien compte qu'ils ont quelque chose de précieux et quelque chose d'unique quelque part. Il faut imaginer la terminaison
Il faut imaginer le produit fini et adapter toute la fabrication pour arriver au résultat terminé. Donc, ce qui fait qu'on peut, des fois, sur certains cadrans, on peut commencer par des opérations qu'on appelle des opérations de terminaison, des polissages, des diamontages, des choses comme ça, qui devraient logiquement, dans une industrie entre guillemets normale, eh bien, devraient arriver tout en fin de la gamme fabrication. Mais là, on va les mettre au tout début parce qu'on veut arriver à un résultat bien précis. Et c'est ça qui va commander toute la gamme fabrication. J'ai toujours dessiné, créé mes montres de A à Z, et puis à un moment, une fois qu'elle est dessinée, que les composants ont été fabriqués par les ateliers ici, je procède au premier assemblage pour voir tout ce qui ne va pas aller, puisqu'il n'y a aucune raison que ça marche du premier coup. L'horlogerie de luxe séduit le monde entier. Les montres Journe sont depuis 10 ans à Tokyo. Asie, Europe, États-Unis, comme ici, à New York, les montres Journe courent la planète au travers d'un réseau de boutiques spécialisées né au Japon il y a tout juste 10 ans, en 2003. On fête cette année le 10e anniversaire de la boutique de Tokyo, qui est un grand événement parce qu'il y a très peu de compagnies occidentales qui tiennent 10 ans au Japon, à part des grands groupes. Donc nous, on est à la 10e année. Et à partir de cette boutique de Tokyo, j'ai commencé à faire un réseau boutique pour toujours le contrôle. Comme vous avez vu, on dessine, on fabrique, on assemble et aussi on vend directement, on connaît nos clients, on est proche des gens, on essaie d'avoir le maximum de services. Alors on a fait Tokyo, après Hong Kong, après Genève, Paris, New York, Pékin, Miami, Los Angeles et bientôt aussi à Beyrouth. En principe, les gens qui rentrent chez nous, c'est des amateurs de montres et des collectionneurs. C'est des gens qui savent déjà chez qui ils rentrent. Ils se sont déjà renseignés, ils viennent plus pour voir les montres en réalité, parce que les admirer sur l'écran de l'ordinateur ou dans un magazine, c'est une chose, mais de pouvoir les voir en vrai, c'est complètement autre chose. Donc on a des gens qui connaissent très souvent l'histoire et les modèles existants même mieux que nous, parce que c'est des vrais passionnés. L'image des montres Journe est aussi interdépendante de la vie des collectionneurs qui chaque jour partagent, subliment et s'efforcent de comprendre le génie d'un homme qui aura depuis 1976 et son premier diplôme d'horloger construit et façonné sa vie d'après pour devenir celui qu'il a toujours été, un horloger rare. Pour arriver à collectionner mes montres, il faut les comprendre. Mais soit c'est le coup de cœur, ou soit il faut arriver à les comprendre.